Bonjour, une vidéo sur l'énergie d'activation et les catalyseurs. Maintenant, quand on parle de catalyseurs, on parle de substances chimiques ou molécules ou quelque chose du genre qui accélère la réaction chimique. Alors, les catalyseurs, c'est quelque chose qui accélère la réaction chimique. Et un très bon exemple d'un catalyseur, c'est une enzyme. Prenons l'équation chimique suivante. On a la molécule A, ça pourrait être un atome qui réagit avec BC pour donner molécule AB et C. Alors, c'est typiquement un remplacement simple. Pour qu'une réaction chimique ait lieu, toute réaction chimique, pas juste celle-ci, on a trois choses importantes qui ont besoin de se produire. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait collision. Ça veut dire le A doit rentrer en collision avec le B. Alors A pourrait être ici et est en train de voyager dans cette direction-là, disons, et peut-être le BC est juste ici, et la molécule BC voyage au hasard dans cette direction ici, et juste ici, on aurait une collision entre le A et le B, ce qui nous donnerait la réaction. Deuxième chose qu'il faut qu'il arrive, c'est non seulement ce qu'il faut qu'il se frappe pour avoir une réaction en collision, mais il faut que l'orientation de la collision soit bonne. Alors, si on veut ici un remplacement simple avec le A qui s'ajoute au B et le C qui se détache, il faut que le A et le B se frappent. Alors, si on y va en un petit peu plus de détails, et que ça, c'est la molécule A, encore une fois, qui voyage dans cette direction ici, et la molécule BC ressemble peut-être à ça, et elle voyage dans cette direction-là, bien, A pourra rentrer en réaction avec B parce qu'ils vont se frapper. Alors ici, on aura une réaction. Mais l'autre scénario, c'est si A voyage au hasard dans cette direction ici, et BC est en train d'approcher dans cette direction ici, mais là, A va frapper C, et dans ce cas ici, il n'y aura pas de réaction parce que l'orientation de la collision n'est pas bonne. Et finalement, troisième chose qu'il faut qu'il se produise pour qu'une réaction ait lieu, c'est qu'il faut qu'il y ait le bon montant d'énergie. C'est-à-dire, la réaction ou le système doit absorber une quantité d'énergie suffisante pour se produire. Alors, si on fait ceci en dessin, imaginez-vous qu'on a une colline. Puis, sur cette colline, on a une balle. Alors, dessinons la balle en rouge ici. Si je fournis suffisamment d'énergie, je peux faire monter la balle. Maintenant, si je lui donne juste un tout petit peu d'énergie, la balle va être rendue ici. Et si je la lâche, bon, tout ce qui va arriver, c'est que la balle va redescendre. Alors, je n'aurai pas donné suffisamment d'énergie pour monter la côte et ensuite la redescendre de l'autre côté. Ce qu'il faut qu'il arrive, c'est que si je redessine la colline, ce qu'il faut qu'il arrive, c'est que je commence avec la balle juste ici. Je lui fournis une quantité plus grande d'énergie, suffisamment pour la rendre au sommet de la colline. J'ai ici maintenant emmagasiné suffisamment d'énergie pour déclencher ce qu'on pourrait appeler la réaction chimique, ou dans le cas plus simple de la balle, la faire se déplacer en bas de la côte pour se rendre ici. Alors, pas assez d'énergie, il n'y a rien qui va arriver. Quantité suffisante d'énergie, on va pouvoir déclencher la réaction chimique. Alors, cette énergie-là, l'énergie qui est nécessaire pour qu'une réaction chimique puisse se produire, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. C'est essentiellement le coup de pied dans le derrière que la réaction chimique a besoin pour se produire. Si on ne fournit pas suffisamment d'énergie d'activation, on sera dans ce scénario ici où la réaction n'aura pas lieu. Réaction avec suffisamment d'énergie d'activation. Le graphique qui est ici essaie d'expliquer ceci davantage. Alors, c'est plus notre colline, là, ça leur ressemble beaucoup, mais nous avons l'énergie. J'ai mis ici en kilojoules par mol, mais
les chiffres qui vont être là vont être arbitraires, et le déroulement de la réaction. Ce n'est pas le temps, c'est que la réaction commence ici et se déroule dans cette direction-là. Alors, ce que nous allons mettre ici, ce sont les réactifs, et on va obtenir les produits. Alors, dans notre équation chimique, nous avions A plus BC vont devenir AB plus C. Alors, nos réactifs, c'est A plus B, C. Et nos produits sont AB plus C. Ce qu'il faut arriver, c'est qu'il faut fournir de l'énergie. Alors, on augmente le montant d'énergie qu'on donne aux réactifs pour les faire réagir. Alors, la différence entre le chiffre qui est ici, qui est peut-être, je sais pas, 50, ça ne dérange vraiment pas, mais mettons, je dis un chiffre, on monte pour se rendre jusqu'ici, qui est peut-être au 110 kJ par mol, et la différence de ce point-là à ce point-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. On peut calculer l'énergie d'activation ici très facilement. Ça va être 110 moins 50. Alors, on aurait investi un 60 kJ par mol d'énergie pour se rendre jusqu'en haut ici. Et une fois qu'on est rendu en haut là, ça c'est le point dans la réaction où ce que le A, le B et le C, nos trois atomes, sont en train de réagir. Alors, on est en train de briser la liaison entre BC et on est en train de commencer à former la liaison entre AB. C'est ce qu'on appelle l'état de transition. Maintenant, à partir de ce point-là, l'état de transition, là, c'est juste d'aller placer l'énergie, soit l'emmagasiner dans les liaisons ou non. Et c'est ce qui va faire la différence entre une réaction exothermique ou une réaction endothermique. Alors, si j'allonge mes lignes un tout petit peu, et ici aussi, on est peut-être à 20 ici. La différence de là à là, c'est la variation d'énergie, le delta E. L'équation mathématique, c'est l'énergie des produits moins l'énergie des réactifs. Alors, dans ce cas ici, on va faire l'énergie des produits qui est 20 moins l'énergie des réactifs qui est 50. Ça va nous donner un négatif 30 kJ par mol. Quand notre delta E est négatif, c'est une réaction exothermique. Puis quand notre delta E est positif, c'est une réaction endothermique. Alors celle-ci, étant delta E négatif 30, c'est une réaction exothermique. La différence d'énergie qui n'est pas présente dans les produits, mais qui était présente dans les réactifs, c'est notre énergie qui est perdue sous forme de chaleur. Alors ça nous donne notre réaction exothermique. À quoi ressemblerait une réaction endothermique? C'est assez semblable. Nous avons une courbe qui monte, alors elle va toujours monter parce qu'il faut toujours fournir de l'énergie d'activation, et elle va ensuite redescendre. Mais là, cette fois-ci, elle a redescendu pas aussi bas qu'elle l'était dans l'autre réaction. Alors, encore une fois, si on a 50 ici, on serait peut-être à 70. On est monté jusqu'à 110. Et encore une fois, ici, nous avons les réactifs. Ici, nous avons les produits. Maintenant, notre différence de là à là, c'est l'énergie d'activation qui va être encore la même chose fois ici, 60, de 50 à 110. Et la différence de là à là, c'est notre delta E qui est l'énergie des produits, 70, moins l'énergie des réactifs, qui est 50, qui nous donne un delta E positif. Donc, c'est une réaction endothermique. Et juste pour terminer, si on retourne à la réaction de tantôt, notre catalyseur, qui pourrait être l'enzyme, tout ce qu'il va faire, les réactifs vont commencer à la même place, les produits vont aboutir à la même place. Tout ce que l'enzyme va faire, c'est qu'elle va diminuer l'énergie d'activation. Alors ça serait notre énergie d'activation avec le catalyseur, qui est, par exemple,
notre enzyme. Si j'ai besoin de fournir moins d'énergie pour que la réaction ait lieu, c'est-à-dire moins d'énergie pour envoyer la petite balle par-dessus la côte, la réaction va aller plus vite. Et c'est exactement ce que le catalyseur fait. Dans l'autre réaction, la réaction endothermique, même principe. Nous avons les réactifs au même endroit, les produits au même endroit, mais c'est que l'enzyme va tout simplement diminuer l'énergie d'activation et accélérer la réaction chimique. Alors, pour récapituler, si la réaction est exothermique, on a un delta E négatif, c'est-à-dire on a commencé ici avec les réactifs, on a monté la courbe pour atteindre l'état de transition et la réaction s'est produite et la différence d'énergie entre les réactifs et les produits, elle est négative. Alors on aboutit avec des produits qui ont moins d'énergie que les réactifs. Où est allée l'énergie? Elle a été perdue sous forme de chaleur. Maintenant, si notre delta E est positif, c'est une réaction endothermique. Avec les réactifs à un certain montant d'énergie, on a monté la courbe, donné de l'énergie au système pour atteindre l'état de transition. La réaction s'est produite et on a abouti dans les produits avec plus d'énergie qu'on en avait dans les réactifs. Donc, les produits ont absorbé cette énergie supplémentaire.